Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast de finance le plus régulier. Ici, on parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8 heures. Et ça, toujours accompagné d'un bon café. Moi, c'est Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné avec Hugo de la chaîne IQ Invest. Salut Hugo, comment tu vas? Écoute, ça va très bien en ce samedi matin pluvieux. Et toi, Jean, comment ça va? Ben écoute, moi ça va très bien avec ce samedi matin plutôt ensoleillé en région parisienne. Ah, Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Alors, avant de commencer, un petit rappel, Fountain App, c'est l'application qui vous permet de gagner du Bitcoin en nous écoutant et de nous en envoyer en remerciement. Et n'oubliez pas de nous laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous aide beaucoup. Et si vous voulez plus de ressources, pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller consulter le site internet www.iq-invest.fr. Vous y trouverez pas mal de choses comme l'accès à l'application, mais également la bibliothèque de l'investisseur et des articles d'aide disponibles sur le centre d'aide. Et ceci étant dit, aujourd'hui, Jean, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh ben écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Voilà, on arrive dans la période d'hiver, donc il faut des vidéos un peu pas légères, quand même. On va vous apporter de la valeur, mais voilà, on va un peu sortir de l'ordinaire. On va vous présenter chacun. Donc Hugo va présenter son action et moi je vais vous présenter une action. Alors on a fait enfin toi tu sais quelle action je vais te proposer, mais par contre toi je suis bien curieux de savoir par laquelle tu as opté. Juste avant de commencer le podcast, les amis, je pense qu'on peut vraiment vous remercier énormément pour les 1000 abonnés. On l'a fait sur YouTube, en tout cas, c'est vraiment tout neuf d'hier, donc du 13 décembre 2024, alors on tourne la vidéo. Donc Tout vraiment, à merci fait. beaucoup. Ça nous touche énormément et on va continuer de vous offrir des podcasts chaque lundi matin de façon très régulière parce que ça nous fait plaisir et parce que d'après vos retours, vous aussi, ça vous fait plaisir, ces petits podcasts. Donc on va continuer sur cette lancée. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, pour début 2025, comme promis, on fera la rencontre abonnée en région parisienne. Enfin, sur Paris, ça sera plus simple Tout pour à tout le monde. fait. Mais on vous Tout à communiquera fait. la date plus précise. Ouais, je pense qu'on fera un meet-up ou un truc comme ça. Enfin, on utilisera une application pour gérer l'événement et pour gérer les invités, ça sera plus simple. Ça sera un événement gratuit, probablement dans un bar. Donc, il faudra juste que chacun paye sa conso en fait, tout simplement. Donc, il y aura pas de ticket d'entrée ou quoi que ce soit. Ça sera 100% open bar. Donc, nous, on réservera probablement un bar. Et on se donnera rendez-vous dans ce bar-là, sur Paris, et on vous communiquera les informations. Donc ça sera sûrement début février, même très probablement, enfin ça sera début février, mais on vous communiquera sur Instagram. Donc l'Instagram IQ Invest et l'Instagram J'invest. Donc si vous ne les suivez pas, allez les suivre parce que c'est sur Instagram qu'on le communiquera. La date avec le lien pour s'inscrire sur le meet-up et pour avoir l'adresse du bar dans lequel nous irons. Donc j'espère que vous serez nombreux et on a hâte en tout cas de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Ça va être cool. Absolument, absolument. Voilà. Est-ce que tu veux commencer par ton action, Hugo? Effectivement, alors on avait déjà fait un peu le même sujet il y a quelques temps, mais on avait présenté 3 actions chacun et en fait on s'était rendu compte que c'était trop long. On avait dû faire 2 podcasts parce qu'on a tendance à parler un peu trop. Donc on a raccourci le truc à une action chacun. Je pense que c'est un bon modèle qu'on pourra garder peut-être une fois par trimestre ou on verra à quelle fréquence on le fera. Mais c'est intéressant parce que ça permet de découvrir des actions qu'on ne connaît pas forcément. Et en parlant d'actions qu'on ne connaît pas forcément, moi c'est une action qui est dans ma liste d'actions à analyser. Donc j'ai une petite watchlist sur IQ Invest. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais pouvoir. Pour ceux qui écoutent en podcast, je vais essayer de tout vous décrire, mais pour ceux qui regardent la vidéo, du coup, vous aurez la vidéo ici en temps réel sur l'application. Donc ça, c'est ma watchlist d'actions que je suis au quotidien et j'ai ma petite watchlist d'actions à analyser. Et donc, vous voyez ici donc toutes les actions, toutes les analyses qui vont venir sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de celle-là, de Pool Corp. Pool Corp qui est une société un peu particulière parce que c'est une société de piscine. Comment j'ai découvert Pool Corp? En fait, c'est extrêmement simple. Dans le screener, j'ai fait un filtre
un filtre extrêmement basique, c'est-à-dire que j'ai mis ici le ROIC sur les 10 dernières années, supérieur ou égal à 15. J'ai mis la croissance des free cash flow à 10 ans sur les 10 dernières années, supérieur ou égal à 15. Et j'ai mis également ici le pays, j'avais mis États-Unis, parce que moi je voulais des actions américaines. J'ai classé par note. Tout simplement, j'ai regardé toutes les entreprises qui étaient notées à plus de 14 sur 20, donc toutes celles que vous voyez ici, et je suis ensuite allé voir sur Morningstar lesquelles étaient notées en wide mode. Et donc ces filtres-là, plus le filtre de wide mode, ça m'a permis donc sur la watchlist de dégager... j'ai cliqué sur l'action. De dégager un certain nombre d'actions intéressantes à analyser, dont toutes celles-là, et dont Amphenol Corp et IDEX Laboratories qui sont sortis récemment également sur la chaîne. Donc Pool Corp, c'est une entreprise américaine de piscine, comme son nom l'indique, donc c'est un peu particulier, et si vous regardez ici, on est sur le site Dataroma, donc Dataroma vous connaissez probablement hein, si vous suivez certains investisseurs, c'est un site qui permet de voir les portefeuilles des super investisseurs, donc c'est vachement intéressant pour avoir les updates, et si on va sur le portefeuille de Tonton Buffett, ici, Berkshire Hathaway, on voit que ça a été Pool Corp et Domino's Pizza, ça a été ses achats du dernier trimestre, donc du 30 septembre, donc du troisième trimestre 2024. On voit qu'il a vendu Apple, Bank of America, Sirius, Capital One, New Holdings, Charter.com et Ulta Beauty. Et il a acheté donc du Domino's Pizza, un peu de Heiko, mais vraiment rien, et du Pool Corp. Alors ça représente Domino's Pizza et Pool Corp, les deux sont dans ma liste d'actions à analyser, et ça représente une petite portion de son portfolio. Mais c'est toujours intéressant quand Tonton Buffett s'intéresse à une entreprise, c'est que probablement il y a des choses à dire sur cette dernière. Donc, Et Pool c'est vrai Corp. que juste pour rebondir sur ce que tu as dit, moi c'est vraiment une action aussi qui m'intéresse. Pas Pool Corp pour le coup, parce que je sais que beaucoup d'autres investisseurs l'ont en portefeuille, mais c'est Domino's Pizza. Je sais pas, tu regardes les chiffres et la performance qu'elle a fait, mais c'est hallucinant quoi. Donc je pense que Ouais. ouais, un jour faudra l'analyser aussi pour pas mourir bête, mais je pense qu'à mon avis, si tu l'achètes aujourd'hui, fallait l'acheter il y a un petit moment quoi. C'est vrai que moi, Domino's Pizza, j'ai un peu du mal tout simplement parce que je trouve que c'est pas terrible ce qu'ils font, mais après, Non, oui, moi aussi. voilà. Mais je vais quand même l'analyser histoire d'eux, même si je suis un peu biaisé parce que je sais déjà que c'est probablement une action qui va pas m'intéresser. Peut-être à tort, mais bref. Donc Pool Corp, c'est une société fondée en 1980, donc évidemment c'est américain, vous vous en doutez, ça a une capitalisation de, je vais vous dire ça tout de suite, je crois que c'est assez petit, on va aller voir sur Google Finance, bon là vous voyez pas mon écran mais je suis sur Google Finance, hein, vous connaissez, vous n'avez pas besoin de moi pour Google Finance, 13 milliards de dollars de capitalisation, donc relativement petite, hein, c'est une mid-cap pour le coup, enfin non, on va dire que les mid-cap, c'est entre 1 milliard et 10 milliards, et les large cap, c'est au-dessus de 10 milliards. Donc techniquement, à 13 milliards, c'est une large cap. Donc c'est une petite large cap. Fondée donc en 1980 sous le nom de South Central Pool Supply par Frank J. Saint Romain. Voilà. En 93, l'entreprise a été rachetée par Code Hennessy & Simons et en 95, elle a été renommée SCP Pool Corporation et est devenue une société publique. Donc, elle a fait son IPO en 95. Elle a été rebrandée, elle a adopté le nom de Pool Corporation, donc Pool Corp en 2006. On peut noter aussi qu'en 99, l'entreprise a acquis Benson Pump Company, Pratt's Plastics Limited et certains actifs, notamment de Garden Leisure Products et Jean Alboy SA pour un total de 25 millions de dollars. En 2011, elle a été accusée notamment par la FTC, donc la Federal Trade Commission, de pratiques anticoncurrentielles puisqu'elle faisait pression sur ses fournisseurs pour qu'ils ne fassent pas affaire avec ses concurrents. Donc ça nous rappelle le fameux, comment il s'appelle, Rockefeller, ce qu'il faisait avec son monopole sur le pétrole justement, où il faisait pression pour que les autres entreprises de pétrole ne puissent pas acheter de pétrole auprès de ses fournisseurs. Et je crois qu'il faisait aussi pression sur les compagnies de chemin de fer pour qu'ils augmentent les tarifs pour les autres concurrents. À cette époque, il y avait trois monstres, c'était Rockefeller, Carnegie, le mania de l'acier et JP Morgan. Et JP Morgan dans la banque, oui, tout à fait. C'était les trois mastodontes. C'est ça.
Et donc en 2012, l'entreprise a conclu finalement un accord de consentement qui du coup lui interdit de poursuivre cette pratique anticoncurrentielle qui a été dénoncée donc par la FTC. Les activités de la société se sont considérablement améliorées, donc elles ont explosé durant le Covid, notamment parce que les gens ont construit des piscines pendant le Covid, donc forcément c'est une entreprise qui vend des piscines, mais qui ne vend pas directement des piscines, en fait elle vend plutôt du matériel de piscine. Alors je tiens à dire que je ne l'ai pas analysé ici, c'est juste une présentation sommaire de la société, donc je ne saurais pas exactement vous expliquer ce qu'elle vend, mais moi de Pas ce en que j'en ai portefeuille, du compris, coup. non, non, je l'ai pas en portefeuille, en tout cas pas encore, et je sais pas si elle m'intéressera. Mais donc elle vend notamment du matériel pour la construction de piscines, donc elle vend à des entreprises, c'est un B2B, donc business to business, et elle vend également des prestations d'entretien et du matériel d'entretien en fait de piscine. Mais par contre, donc les ventes ont ralenti après la fin des confinements. Et bon, ça, c'est l'effet Covid, hein, vous commencez à comprendre, parce que sur beaucoup de sociétés qu'on analyse, on a cet effet Covid où les ventes ont explosé, soit pendant, soit après le Covid en 2021, et ensuite il y a eu un rattrapage en 2022, 2023, même 2024, puisque la croissance a ralenti ensuite après. En 2021, elle a acquis Porpoise Pool and Patio, donc le plus grand franchiseur de magasins de piscines et d'espaces extérieurs aux États-Unis. Donc ils ont aussi beaucoup de magasins. On peut noter que Poolcorp est le plus grand distributeur mondial de fournitures, équipements et machines pour piscine, avec environ 125 000 clients, 439 centres de vente en Amérique du Nord, enfin États-Unis même, qui représentent 92,51% de son chiffre d'affaires. Donc ça d'ailleurs, moi c'est un petit point négatif que je verrai sur la société, c'est qu'elle est extrêmement concentrée sur le marché américain. Elle est également présente en Europe et en Australie, mais le segment international ne représente que 7,49% des ventes. Donc, plus de la moitié de son chiffre d'affaires provient de 4 États aux États-Unis, la Californie, le Texas, la Floride et l'Arizona. Donc forcément, puisque c'est là où il y a le plus de piscines, en fait, puisque c'est là où il fait le plus chaud. Et en 2023, on peut noter que 62% des revenus proviennent des produits d'entretien et de petites réparations. Donc ça, c'est très positif parce que c'est des revenus qu'on peut considérer comme récurrents. Puisque forcément, les produits d'entretien pour piscine, vous allez en acheter régulièrement, hein, puisque c'est pour l'entretien. Et 24% on a 24% qui proviennent de produits utilisés pour les rénovations de piscines et 14% de produits destinés à la construction de piscines. Donc on voit qu'on a une majorité des revenus qui proviennent de produits d'entretien et de petites réparations. Donc ça veut dire revenus récurrents, donc c'est plutôt positif. C'est un modèle B2B, donc business to business, puisqu'elle distribue à des professionnels, donc des constructeurs, rénovateurs et détaillants. Elle ne fait pas de vente directe aux consommateurs. Elle a beaucoup de revenus récurrents puisque l'entretien de piscine génère des ventes continues, ce qui stabilise les revenus. Et elle a également une stratégie d'acquisition avec notamment le dernier achat en date, donc Porpoise Pool and Patio en 2021. On peut noter qu'elle est notée Large Moat par Morningstar également, donc ça c'est un point positif. Et je vais vous montrer un petit peu les chiffres de la société sur l'application pour que vous puissiez voir. C'est un business qui est quand même relativement intéressant en termes de chiffres, avec donc un business assez atypique sur la piscine. Mais alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'à 5 ans, elle sous-performe le S&P 500, puisque en fait, elle a explosé en 2021 et depuis, elle stagne depuis octobre 2022, globalement, tout simplement puisque les ventes ont diminué. Mais si on se met sur 10 ans et qu'on se met en total return, parce qu'elle verse un dividende quand même plutôt conséquent, de 1,29%, et donc on constate que là par contre sur 10 ans elle surperforme le S&P 500 avec un CAGR moyen de 20% pour Poolcorp versus 11% pour le S&P 500, par contre avec une moins bonne linéarité puisque Poolcorp a 0,89 versus 0,95 pour le S&P 500. On a une note quantitative de 14 sur 20. On a des très bons retours sur capitaux avec 26% de ROIC sur les 10 dernières années, 37% de ROCE, 67% de ROE. Mais vous allez voir, les retours sur capitaux sont légèrement en diminution, ce qui n'est pas forcément un point positif. Également, on a une marge brute assez faible pour le coup de 29%, une marge opérationnelle de 11%, une marge nette de 8%, donc des marges qui sont quand même relativement dans la fourchette basse.
mais en même temps, on est sur de la vente de matériel de piscine, on n'est pas sur de la tech. On a une marge free cash flow de 10% et des capex plutôt faibles avec 10% de ratio de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow. Au niveau de la croissance, c'est très bon, avec 13% de croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, malgré une légère décroissance sur la dernière année, puisqu'on a eu moins 3,6%, 96% de score de prédictibilité, donc on a des revenus qui sont très prédictibles, on l'a vu, il y a beaucoup de revenus récurrents. Les free cash flow, 24% de croissance des free cash flow sur les 10 dernières années et 24% de croissance des earnings per shares sur les 10 dernières années. Également, on a un beau dividende avec 19% de croissance sur les 10 dernières années, 14 années d'augmentation consécutive du dividende. On a par contre des dettes relativement élevées, mais qui restent raisonnables avec 1,82 de ratio de dette sur EBITDA et un payout ratio de 40%. Si on regarde un peu plus l'onglet quantitatif, alors pour ceux qui écoutent en podcast, ici, ça va être un peu moins parlant parce qu'il s'agit de graphiques, mais globalement, ce qu'on peut constater, c'est que on a eu une baisse des ventes en 2008-2009, forcément crise financière oblige, mais ensuite on a eu une croissance extrêmement stable entre 2009 et 2019, puisque si on se met sur la croissance year on year, on voit que entre 2010 et 2019, on a eu entre 5 et 11% de croissance à peu près tous les ans des revenus consécutifs. Donc ça n'a pas été forcément une période de croissance exceptionnelle, mais une période de croissance très régulière. Donc ça c'est positif. Et par contre, on voit qu'à partir de 2020, on a une explosion du chiffre d'affaires, puisqu'on a eu 23% de croissance en 2020, 34% de croissance en 2021 et 16% de croissance en 2022, suivi donc d'une décroissance en 2023 avec moins 10% de croissance du chiffre d'affaires en 2023. Si on regarde les free cash flow par action, là c'est un peu plus cyclique, puisqu'on a eu, pareil, on revoit cette période d'augmentation entre 2010 et 2019 globalement, qui est plutôt stable avec une année de décroissance, enfin 2 années de décroissance en 2011-2018 notamment, et ensuite une explosion des free cash flow. Si on regarde, voilà, en 2019, les free cash flow ont augmenté de 208%, en 2023 de 91%, donc on avait eu vraiment une explosion des free cash flow sur les 5 dernières années. Au niveau des marges, là, pour moi, ça c'est un point assez. En fait, je suis assez mitigé sur les marges. Pourquoi ? Parce que on voit qu'il y a eu une diminution en 2007, 2008, 2009. Il y a eu une forte diminution, notamment de la marge opérationnelle. Et ensuite, comme avec la croissance des revenus, on a toute une phase entre 2009 et 2019 où on a une augmentation légère mais consécutive de la marge opérationnelle qui est passée de 5% en 2009 à 10% en 2019, donc un x2 sur la marge opérationnelle. Par contre, la marge brute a plutôt stagné. On a ensuite une explosion de la marge nette qui est passée jusqu'à 16% en 2022, puis une baisse, de la marge opérationnelle, puis une baisse de la marge opérationnelle de retour à 13% en 2023. Donc on a quand même une augmentation à long terme, mais avec un rattrapage de l'effet Covid, avec une baisse des marges en 2023. Donc il faudrait idéalement voir si cette baisse est là pour durer ou si c'est juste provisoire. Moi, par contre, ce qui me déplaît, c'est les retours sur capitaux, parce qu'on voit clairement ici qu'on a eu une tendance haussière des retours sur capitaux entre 2009 et 2018, mais qu'à partir de 2018, on a une stagnation, voire une décroissance des retours sur capitaux. Donc pour vous dire, le ROIC, il est passé de 11% en 2009 à 26% en 2018 et il est aujourd'hui à 21%. Donc vraiment, on a cette année 2018 qui a été un peu le pic en termes de chiffres au niveau des retours sur capitaux, mais aussi des marges avant l'explosion pré-Covid. Et on a ensuite un peu une stagnation et une baisse des retours sur capitaux, alors que pourtant, on a eu une explosion des revenus en 2020, 2021, 2022. Donc techniquement, les retours sur capitaux auraient dû potentiellement exploser aussi, mais ça n'a pas été le cas. Et également, on voit des beaux rachats d'actions. Ça, par contre, c'est assez intéressant, malgré une petite dilution en 2020, donc probablement due à une acquisition, ça il faudrait vérifier. Mais globalement, on a des rachats d'actions depuis 2010, des dividendes par action qui sont extrêmement réguliers avec une belle croissance, et des dettes, des ratios de dette sur EBITDA qui sont toujours globalement en dessous de 2, sauf en 2008 où ils étaient à 2,54, mais on a une dette qui a l'air maîtrisée au niveau de la société. Donc voilà, ça c'est au niveau des chiffres de Poolcorp. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur la société, sur le business model. Après, est-ce que elle vaut le coup ? Ça, c'est une autre Est-ce que question. ça en fait vraiment une société ultra qualité
Moi, Exactement. franchement, Poolcorp, de ce que tu as présenté, c'est une société qui est intéressante, je pense, à analyser, mais c'est vrai que, alors, une société, déjà, pour reprendre un peu ce que tu as dit, une société qui est 100% américaine, dans la répartition de son chiffre d'affaires, moi, ça me dérange pas du tout, parce que quasiment toutes nos entreprises sont américaines, mais parce que on sait que l'Amérique, c'est juste très, Mm, très, très fort, quoi. carrément. Euh, et puis, tu vois, je suis moins stressé que ma société est 100% en Amérique de répartition de son chiffre d'affaires qu'elle est, par exemple, comme Amat, dont on a fait le deep dive, où Ouais. quasiment 50% de son chiffre d'affaires se fait en Asie, dans des coins plutôt à risque entre la Chine et Taïwan. Euh, Après, par contre, ça a l'air d'une entreprise qui est vachement, tu sais, cyclique. Parce que Mm, tu vois, on l'a vu sur la linéarité, elle est à 0,89 sur 10 ans de mémoire, mais sur ouais. 3 ans, sur 5 ans, on est à Sur 0,23. 5 ans, je vais te dire ça exactement. On est à 0,23, ouais. Donc on a une linéarité éclatée sur 5 ans. Du cours de bourse, hein. Cours de bourse. Ouais, du cours de bourse. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être. Et puis, bon, c'est aussi que c'est une société ultra nichée. Donc, tu vois, si, je sais pas, par exemple, tu as une crise. Euh, Parce que tu sais, en ce moment, on parle que du réchauffement climatique. Après, je sais que je pense pas que c'est sous Trump que ça va arriver, mais tu vois, par exemple, en France, il y a des communes qui interdisent et qui régulent le fait Mm. d'avoir des piscines et même le fait de remplir une piscine, tu vois. Et si ça se passe en Amérique, surtout en Arizona, dans des coins qui sont ultra arides et ultra secs, bah forcément là, le business de Bull Corp va se faire découper, quoi. C'est clair. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant le côté. Elle a combien de revenus récurrents? Enfin, assimilés revenus récurrents? 62%. Ouais, 62%, ça c'est top, hein, parce qu'on sait que l'entretien d'une piscine, ça coûte très très cher. Mm. La remplir, ça coûte très cher. Enfin, pas tout le monde peut s'offrir des piscines. Et je pense que les gens qui s'offrent des piscines, voilà, ont les moyens de mettre de, de l'argent dans l'entretien, etc. Donc je pense que ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que c'est un marché de niche, quoi. Là, pour le coup, tu nous as C'est sorti une euh, entreprise de c'est un piscine. marché de niche, effectivement. Mais par contre, vous allez voir, pour moi, il y a autre chose qui est intéressant sur la société, évidemment. C'est le prix. Puisque le cours de bourse, globalement, a atteint son plus haut en novembre 2021 à 569 dollars. Et aujourd'hui, il est à 362 dollars à l'heure où j'enregistre la vidéo, avec une forte baisse entre novembre 2021 et novembre 2022, puisque le cours de bourse est passé de 560 dollars à 290 au plus bas. Et il est aujourd'hui à 362 dollars. Et si on va dans l'onglet évaluation, donc là vous voyez à l'écran l'onglet évaluation, si on se projette avec une croissance des free cash flow par action de 12% par an, en sachant que la médiane historique à 5 ans est de 44%, donc elle est monstrueuse, mais en même temps, voilà, les 5 dernières années sont un petit peu biaisées. Et on a une médiane historique à 10 ans de 24%. Donc on a quand même une belle croissance des free cash flow, donc 12, c'est extrêmement conservateur, hein. C'est 50% de la médiane à 10 ans. Donc, a priori, on prend pas trop de risques avec une croissance prévue de 12. Et j'ai mis un multiple final de 20 en price to free cash flow. Pourquoi? Puisque on a aujourd'hui un price to free cash flow de 24 et historiquement, on a eu un price to free cash flow de 35. Donc, vous voyez qu'avec des hypothèses extrêmement conservatrices, avec un multiple final de 20 et une croissance prévue de 12, on arrive avec des hypothèses de rendement qui sont très belles. Et je pense que c'est pour ça que notre tonton Buffett, j'allais dire national, mais non international pour le coup, a ajouté l'action au portefeuille de Berkshire Hathaway. C'est parce que c'est une action qui potentiellement est décotée aujourd'hui, puisque donc avec ces hypothèses de croissance, on obtient un prix final sur les 5 prochaines années de 754 dollars, ce qui nous fait une croissance, si on la paye au prix actuel de 362 dollars, de 15,75% par an, avec un prix juste de 427 dollars, donc 80 dollars de plus que le prix actuel, donc 15% de marge de sécurité. Donc on voit qu'on a potentiellement un investissement qui est certes pas le plus sexy du monde, hein, parce qu'on parle d'une entreprise de piscine, mais on a beaucoup de revenus récurrents, on a quand même un business avec des fondamentaux solides, avec des forts retours sur capitaux. Moi, ce qui me dérange, c'est que on n'a pas de skin in the game. Je pensais que ça allait être un business, tu vois, Poolcorp, qui était toujours géré par, je sais pas, la famille Ouais, par la fondatrice ou quoi, famille, mais ouais.
Mais en fait, non, on n'a pas spécifiquement de skin in the game sur la société, en tout cas de ce que j'ai regardé. Peut-être que j'ai mal regardé, mais de ce que j'ai vu, il n'y en a pas. Mais on a quand même un white moat, donc c'est intéressant. Et pour moi, on prend pas vraiment de risque avec ces hypothèses de croissance. On a potentiellement un retour intéressant. Et si on regarde le graphique de valorisation, alors malheureusement, le graphique de free cash flow voilà, en 2022, on a une forte baisse du price to free cash flow, donc il y a dû y avoir un problème sur les free cash flow à ce moment-là. Mais si on regarde un peu par rapport au PE, on voit que là, le PE aussi globalement entre... alors son plus bas c'était en 2022, il était à 15, et son plus haut c'était en septembre 2020, il était à 46. Donc on voit qu'on oscille entre 15 et 46 avec une ligne de support. Si on regarde sur le graphique, un peu si on trace la médiane du graphique, on voit qu'on a une belle zone à 25 de PE. Donc pour moi, on prend pas énormément de risques en mettant 20 de multiples de valorisation, sachant que la médiane historique est à 35. Et si on regarde, qu'on baisse l'hypothèse de croissance à 10, on est toujours rentable sur l'investissement. Et si on baisse le multiple à 18, alors à 18, on passe à 11%. Mais si on le baisse à 19, on est toujours rentable sur l'opération à 12,52. Donc potentiellement, avec même des hypothèses extrêmement conservatrices et extrêmement pessimistes, on arrive toujours à avoir un investissement intéressant. Donc c'est une entreprise qui a l'air quand même décotée. Je l'analyserai plus en profondeur sur la chaîne. Je sais pas si c'est une entreprise qui pourrait rejoindre mon portefeuille. Seul l'avenir nous le dira. Mais voilà. J'imagine bien, j'imagine bien Poolcorp entre ASML, S&P Global dans ton portefeuille. Ah, c'est sûr que c'est moins sexy que les entreprises de la tech, mais c'est pas parce qu'un business n'est pas sexy que ce n'est pas intéressant, comme tu vas nous le démontrer d'ailleurs avec ton entreprise, qui est assez étonnante aussi. Non, c'est vrai, j'ai voulu un peu changer de d'habitude. Alors juste pour avant de rebondir sur mon action, Poolcorp, est-ce que je pourrais l'avoir en portefeuille? Moi, tu vois, alors faudrait que je l'analyse là vraiment de ce que tu l'as. Alors tu l'as bien pitché, mais est-ce que je pourrais l'avoir en portefeuille? Tu vois, c'est vraiment, en fait, ça a l'air d'être tellement niché. Tu vois, genre, C'est les piscines, quoi. ouais, c'est des piscines, quoi. Donc, il faut que tu saches un peu comment ça se passe, même dans leur, comment dire, en vrai, si Poolcorp, c'est 2-3% de ton portefeuille, bon, on s'en tape un peu, tu vois. Mais si ça devient une grosse action, une grosse pondération de ton portefeuille, tu sais, moi, je me vois déjà regarder, comment dire, les nouveaux maires et les nouveaux, je sais pas, shérifs, mais tu sais, les nouveaux Les directeur shérifs. des comtés de Ouais, l'Arizona, etc., pour savoir quelle loi va passer, parce que la piscine, il n'y a rien de plus immobile que ça, tu vois. c'est clair. C'est, euh, S'ils Mais disent après, t'as je pas de me piscine, dis, t'as pas de piscine. s'ils font que de la piscine, ça peut être problématique. Après, faut voir s'ils font tout ce qui est jacuzzi, spa, tu vois, Oui. toutes ces choses-là. Ce serait Mm, intéressant de mm. voir s'ils sont aussi diversifiés sur ce type de produits. Parce que c'est vrai que s'ils font que de la piscine, ça peut être risqué. Surtout qu'il y a même, enfin, je sais qu'en France, après, il y a des taxes sur tout, mais tu sais, en France, si t'as une piscine, t'es taxé, etc. Et puis forcément, vu que le gouvernement veut que de moins en moins que t'aies de piscine, bah, il augmente cette fameuse taxe. Forcément, bah, ouais, moi, je regarderais. Alors, voilà, si ça devient vraiment une belle pondération du portefeuille, il faudra vraiment se pencher sur tout ça. Bon, maintenant que Hugo nous a présenté bah, de la piscine, moi, je vais vous présenter du train. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter la Canadian Pacific Kansas City, donc la CPKC, ça sera plus simple que de dire les quatre lettres, les quatre mots. Alors, CPKC, qui c'est? Donc, la Canadian Pacific Kansas City, c'est une compagnie ferroviaire nord-américaine qui est spécialisée dans le transport de fret. Donc, le transport de fret, c'est le transport de marchandises, hein, tout simplement. Elle a une capitalisation boursière de 70 milliards de dollars. Elle a généré en 2023 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires et elle verse un dividende depuis plus de 25 ans, mais on reparlera un peu de la partie quantitative juste après. Alors l'histoire du CPKC, ça remonte à loin. Vous savez, l'histoire des chemins de fer aux États-Unis, enfin, limite les États-Unis, c'est fait, enfin, l'histoire des États-Unis, c'est fait par un peu l'histoire des chemins de fer. Les chemins de fer, on en parlait quand on a fait, à mon avis, nos analyses respectives comment dire, des agences de notation. Ce sont les premières sociétés américaines, les premières sociétés à être notées au niveau des dettes. Donc ça remonte vraiment à loin.
Donc l'histoire de CPKC remonte à plus d'un siècle en arrière. Déjà, en 1881, excusez-moi, c'est la création de la Canadian Pacific Railway Limited, donc au Canada, qui servait à relier les villes les plus excentrées du pays avec les ports, côté est et côté ouest. Ensuite, en 1887, c'est la fondation de la Kansas City Southern, donc en Amérique, qui relie principalement la région du Midwest et du sud des États-Unis. Et 134 ans après, tout se bouscule, donc l'année dernière. En fait, c'est quand la Canadian Pacific annonce l'intention d'acquérir la Kansas City Southern Source. Oh putain, l'américain c'est dur. Southern pour environ Southern. Southern. Ouais. Là. Bon, 134 ans après, il y a tout qui se bouscule. La Canadian Pacific annonce l'intention d'acquérir la Kansas City Southern pour environ Southern pour environ 31 milliards de dollars. Donc c'est vraiment une grosse acquisition qui en fait, donc l'année dernière, c'est la finalisation de la fusion et donc la création officielle de la Canadian Pacific Kansas City, qui regroupe donc la Kansas City Southern et la Canadian Pacific Railway Limited. Donc un mastodonte de de la compagnie ferroviaire, des chemins de fer, et en plus ça n'a pas été débouté par le régulateur, donc il y a eu des problèmes forcément, mais la fusion s'est réalisée. Et en fait, vous allez le comprendre, mais son principal avantage concurrentiel, la CPKC, c'est que c'est la première et la seule compagnie ferroviaire qui relie le Canada, l'Amérique et le Mexique. Ce sont ses lignes, ce sont ses trains, ce sont ses gares, ses employés, et il relie toute l'Amérique du Nord. Bon, son business model, il est assez simple à comprendre, parce que la CPKC n'a en fait qu'un segment opérationnel, c'est le transport ferroviaire. Donc elle est spécialisée dans 3 grandes catégories de fret. La matière, alors à 35% de son chiffre d'affaires, c'est la matière première en vrac. Donc là, on va retrouver le céréal, le charbon, l'engrais et le soufre, par exemple. Ensuite, 45% de son chiffre d'affaires, ça va être les marchandises générales. Donc les marchandises générales, ce sont les produits forestiers. Là, on voit un peu, ça va partir du Canada, ça va aller au fin fond de l'Amérique et même dans le Mexique. L'énergie, les produits chimiques, donc les engrais, etc. En veux-tu, en voilà. Non, les produits chimiques, c'est autre chose encore, mais produits chimiques, le plastique, les métaux et l'automobile. Et ensuite, pour finir, donc 20% du chiffre d'affaires, c'est le trafic intermodal. Donc le trafic intermodal, ça regroupe le fret qui est transporté dans des conteneurs. On le voit dans les bateaux, donc les méga conteneurs là, les porte-conteneurs. Et ça, en fait, c'est ça le trafic intermodal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le conteneur est adapté, il est standardisé à plusieurs modes de transport, donc le train, le navire et le camion, et même l'avion si on le veut. Donc en gros, pour faire très simple, CPKC fait payer à ses clients le transport de leurs marchandises d'un point A à un point B, et c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire un peu les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés, parce que c'est une vidéo qui est très 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 intéressante à analyser. Alors, on va voir, je pense qu'à mon avis, Hugo, tu dois être déjà sur l'application pour voir les chiffres. Les chiffres, je vous le dis tout de suite, ne sont pas forcément reluisants. Dans le sens où si vous achetez CPKC, vous allez l'acheter pour la fusion. La fusion, elle s'est faite l'année dernière, donc ça Surtout peut que c'est être, cher. ça peut se, c'est cher. Ça peut se voir pas comme un value place du coup, vu que c'est cher, mais plutôt comme si vous investissez dans l'avenir, parce que forcément 2 sociétés de chemin de fer qui s'allient, qui fusionnent. Le but, c'est de créer des synergies, et forcément ces synergies, plus elles créent des synergies, plus elles créent de l'argent, donc plus il y aura du retour pour les actionnaires. Mais c'est vrai que cette fusion, je pense qu'elle a déjà été en grande partie pricée dans le prix d'action, donc on va voir ça juste après. Les points positifs que j'ai trouvés. Déjà, c'est un réseau qui est exclusif. C'est la seule compagnie ferroviaire à relier le Canada, l'Amérique du Nord, l'Amérique, les USA et le Mexique.
Ensuite, forcément, elle a une position qui est stratégique dans les ports et les hubs logistiques. Donc les hubs logistiques, c'est les points d'échange en gros. Euh, Parce que CPKC a un accès direct aux principaux lieux d'échange, donc d'import-export, c'est-à-dire que les rails arrivent directement dans l'aéroport, arrivent directement dans le port. Voilà, il y a pas d'intermédiaire. Comme par exemple donc leur ligne de chemin de fer qui arrive directement dans le port de Vancouver. Vancouver, c'est au Canada. Chicago, Port Arthur, c'est dans le sud, c'est un peu en dessous de Miami de mémoire. Et Veracruz, donc Veracruz, c'est au Mexique. Et en fait, ça permet de favoriser l'exportation de produits agricoles, miniers et manufacturés. Et inversement, les trains embarquent la marchandise par conteneur, puis vont la livrer dans les provinces où les camions prendront le relais, par exemple. Donc réseau exclusif, les points stratégiques et les accords de l'ALENA 2.0. Donc les accords de l'ALENA, très simplement, ce sont des accords et des traités signés par les 3 pays d'Amérique du Nord. Et l'ALENA, ça a permis notamment l'augmentation des échanges commerciaux entre les 3 pays, l'augmentation de 134% d'investissements directs étrangers, donc ça représente à peu près 219 milliards de dollars. Et puis la région de l'ALENA représente environ un tiers du PIB mondial. Un tiers du PIB mondial qui est généré dans la région de l'ALENA, les amis. Donc c'est vraiment un pilier de l'économie. Donc c'est pour ça. Je me dis, c'est pas forcément déconnant d'avoir une entreprise qui est en fait full ALENA, tu vois. C'est vraiment, c'est comment dire, elle fait partie du noyau de l'ALENA, étant donné qu'elle transporte des marchandises d'un point A à un point B en passant par de multiples points de l'ALENA. Forcément, s'il y a des points positifs, il y a des points négatifs et je vais vous les citer. Déjà, ça va être la cyclicité de l'industrie. Parce que la demande pour le transport de fret, forcément, ça dépend bien évidemment de la santé économique des pays. Si le Mexique, le Canada ou l'Amérique se portent mal, ou même si les pays étrangers se portent mal, parce que c'est de l'import-export, hein, donc il faut que tout se porte bien. Voilà. Parce que si une économie se porte mal, les gens ils consomment moins de façon générale. Et puis, c'est surtout qu'il y a une grande partie du chiffre d'affaires de CPKC qui provient des marchandises en vrac, donc les céréales, le charbon, etc., qui sont eux aussi dépendantes des fluctuations des prix des matières premières. Donc forcément, ça accrue un peu plus la cyclicité. Après, le point positif qui peut un peu contrer cet aspect cyclique, c'est que justement CPKC ne transporte pas que des céréales, ne transporte pas que du charbon, ou même tout simplement ne transporte pas que de l'automobile. On le sait, l'automobile, il y a énormément de problèmes dans le stock, etc. Si CPKC propose vraiment beaucoup plus elle va proposer de produits différents, moins en fait elle sera cyclique parce que forcément on aura toujours besoin de sucre. Si on n'a pas besoin de sucre, on aura toujours besoin de charbon, de bois, etc. Alors, un point positif avec la Pool Corp, ça va être sa concentration géographique, forcément, hein, parce que CPKC est fortement corrélé à la santé du marché nord-américain, avec un chiffre d'affaires qui se répartit sur 3 pays, 54% Canada, 33% Amérique, donc USA, et 13% pour le Mexique. Et d'ailleurs, ça peut être quand même un petit point sympa, tu vois, parce que moi, j'ai pas d'entreprise canadienne. Et on le sait, on en avait parlé plusieurs fois, Hugo. Au Canada, ils ont quand même une bourse qui est intéressante. Il y a quand même Ouais, des petites entreprises sympas, tu vois. carrément. C'est Constellation Software, Ouais, notamment. c'est ça. Donc voilà, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Parce qu'elle est cotée en CAD, donc en dollars canadiens. Euh, ouais, la CPKC, donc dollars canadiens. Et forcément, le dernier point négatif, alors il y en a d'autres, hein, forcément, mais celui que j'ai noté, ça va être des infrastructures qui sont coûteuses. Forcément, les chemins de fer, ça nécessite des investissements qui sont massifs, qui vont servir notamment à maintenir, à moderniser et à étendre les infrastructures, donc les voies ferrées, les systèmes de signalisation, les gares de triage, etc. C'est vraiment un business model qui est simple à comprendre, mais qui est
tellement vaste que bah, il faut gérer le remblai des rails jusque la gare de triage. Donc c'est vraiment un panel qui est assez large. Forcément, tout ça, ça nécessite des besoins en investissement qui sont importants. On peut regarder des capex qui sont à 58%, donc forcément, c'est quand même balèze. Et forcément, donc toutes les entreprises du secteur ferroviaire ont un besoin qui est constant en cash, ce qui peut expliquer des niveaux d'endettement qui peuvent paraître élevés, notamment on le voit avec des dettes sur EBITDA en 2022 de 4,8 et de 3,01 en 2023, ce qui moi personnellement a tendance à me freiner quand même pas mal. Mais ils ont fait une énorme acquisition aussi, donc ça peut se justifier. Mais ils ont fait une énorme acquisition, absolument, ce qui a entraîné un niveau de dette vraiment élevé et des actions en circulation qui ont augmenté. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil sur les actions en circulation, mais on en parlera peut-être juste après. Tu vois, Tu nous feras un petit partage l'acquisition. d'écran au pire Ouais, avec ouais, un petit partage d'écran. Alors, juste avant de passer à l'onglet quantitatif, on va faire un petit tour sur les mots. Donc les mots, les fameux avantages concurrentiels. Donc Morningstar lui attribue une note de wide moat. En vrai, c'est plutôt pas mal, wide moat. Non, c'est pas assez. Si, c'est le meilleur, hein. Y a pas mieux. Parce que je sais que t'adores Morningstar. Enfin, tu utilises beaucoup Ouais. comment dire, le report et ce que propose Morningstar. Ce qui est d'ailleurs très bien de toute façon. Donc wide moat de Morningstar. Et ensuite, il y a deux gros avantages concurrentiels. Ce sont les barrières à l'entrée. Je pense que ça, c'est assez simple à les comprendre. C'est impossible, tout simplement, pour un nouvel entrant de construire plus de 32 000 kilomètres de rails avec des infrastructures et le coût nécessaire que ça demande, c'est quasiment impossible. Et puis CPKC, contrairement à ses concurrents, propose un réseau qui est étendu, du Canada au Mexique en passant par l'Amérique, avec des chemins de fer qui relient notamment l'Atlantique à la côte ouest canadienne, en passant par le Texas pour finir en plein golfe du Mexique. Donc forcément, tu passes tu passes de tous les côtés. Et puis même, tu vois, même pour un acteur qui est déjà existant, ça ne lui sert absolument à rien de créer des rails à côté d'autres rails pour ses propres trains, ça sera pas du tout rentable. C'est pour ça que je vais mettre tout à l'heure. Je vais D'ailleurs, vous moi, montrer. je vais partager vite fait la carte. Ouais, voilà, et c'est exactement ce que je cherchais. Ah, parce que je l'ai sous les yeux depuis tout à l'heure et c'est vrai que c'est vachement intéressant parce qu'on voit qu'elle relie Vancouver, Calgary, Chicago, Toronto, Montréal. Elle va presque jusqu'à New York. Kansas City, Dallas, enfin elle va jusqu'au port de la Nouvelle-Orléans, les ports du Texas, et après jusqu'à Mexico City, et elle a des chemins de fer qui vont jusqu'au golfe du Mexique, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique au niveau du Mexique et de Vancouver. Donc vraiment, on a ça a l'air quand même vachement stratégique, et on voit bien donc en rouge le réseau de la Canadian Pacific et en noir la Kansas City Southern du coup qui ont été fusionnés. Et par contre, t'as vu, c'est intéressant parce que dans cette carte, on voit que par contre, vraiment tout le côté ouest des États-Unis, c'est vraiment un autre monopole, c'est vraiment une autre société ferroviaire qui détient toutes les lignes. Parce que côté est, c'est vraiment la Kansas et la canadienne, même pour le Canada. Ouais. Mais par contre, vraiment sur le côté ouest, c'est vraiment un autre concurrent. Et on va dire qu'on ne marche pas sur les plates-bandes. Chacun a ses rails, chacun a ses lignes ferroviaires. Et c'est tout, on va pas les manger chez les voisins parce qu'en fait, vu que ça coûte tellement d'argent, eh ben, on se contente de ce qu'on a, quoi. Et on Tout améliore à ce que fait. l'on a, mais on va pas aller construire de nouvelles rails dans des endroits nouveaux. Bon, merci en tout cas pour le partage de cartes parce que c'est exactement le lien que je cherchais. Je sais plus sur quel Google C'est sur quel Google Docs Wikipédia. je l'ai mis. Parce que moi j'avais vu ça parce que vraiment si ça vous intéresse, euh, pour le coup, donc vous tapez Canadian Pacific Kansas City Limited Investor et vous allez voir le rapport annuel est super simple à comprendre et il est pour le coup pas très long parce que là il n'y a pas tout ce qui est ESG etc. Ils ont rien à taper, donc c'est vraiment condensé. Ça fait une centaine de pages, même pas, enfin une centaine de pages et c'est vraiment
Voilà, vous avez toutes les informations très très vite. Donc forcément, barrière à l'entrée et avantage sur les coûts. Donc la fameuse économie d'échelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chemins de fer consomment 4 fois moins de carburant que les camions pour le transport par tonne miles, donc ou par tonne kilomètre. Mais là, vu que c'est américain, on parle en miles. Et forcément, c'est beaucoup plus rentable de transporter ces marchandises en train qu'en camion, si c'est faisable. En tout cas, pour des distances égales. Parce qu'en fait, en gros, donc, les transporteurs concurrents seront bien plus impactés par le coût du carburant, notamment la Old Dominion Freight Line, tu vois, par exemple, qui est une autre excellente compagnie. Parce que, et puis même, tu vois, un camion, ça transporte des petites quantités, mais un train transporte des volumes beaucoup, beaucoup plus importants. Un train peut même transporter des camions, si on veut. Et plus un train voyage chargé, et avec beaucoup de wagons, plus il sera rentable. Contrairement à un camion qui, lui, sera limité à 2 remorques, voire 3 remorques, parce qu'on est aux États-Unis, donc tout est toujours plus grand. Et voilà, tu n'auras jamais un camion avec 4 remorques derrière. Donc, Mhm. beaucoup plus rentable d'utiliser le train. D'ailleurs, les entreprises le savent très bien. Et même pour les conteneurs, tu vois, le transport ferroviaire reste 10 à 30% moins cher que le transport routier sur des itinéraires similaires. Donc forcément, pour les clients, il n'y a même pas de question à se poser. Ils vont direct utiliser le train plutôt que le camion. Le camion, l'avion ou même le bateau, c'est en dernier recours pour aller du point jusqu'à l'épicerie en question. Alors, on va se mettre sur l'application. Comme ça, hop, hop. Je fais mes petits montages avec tous les écrans. Hop. Donc, c'est là qu'on fait. Ok, donc on se retrouve sur la Canadian Pacific Kansas City Limited. Donc, dans l'application, on va se mettre en Total Return. Hop. Donc, le prix juste. Alors, on s'en fout du prix juste, on va regarder. Donc par rapport au S&P 500, on voit qu'il est quand même assez corrélé. Des fois, il est en phase de hausse, mais là, par exemple, en ce moment, depuis le septembre 2024, il sous-performe le S&P 500, mais sinon, ça reste grosso modo au-dessus, en tout cas sur le graphique à 5 ans. Le CAGR est plutôt bon, il n'est pas exceptionnel, il est inférieur au S&P 500 parce qu'il a un CAGR sur 5 ans de 10,62%. Par contre, une très bonne linéarité, tu vois, parce que on parlait d'un business qui est cyclique, mais quand on voit ce graphique, voilà, 0,91 de linéarité sur 5 ans, c'est quand même très bien. On va se mettre sur 10 ans par acquis de conscience. 0,96, donc on est quand même au-dessus du S&P 500. Ouais, mais ça Le S&P sous-performe 500, légèrement quand même sur 10 ans aussi, hein. alors ça sous-performe, mais tu vois, il y a du 13 avril 2020 jusqu'à septembre 2024, on était au-dessus. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais non, avant, on tu était en vois, dessous. mais avant, on était en dessous. Attends, on va se mettre sur 50 ans maintenant. Euh, Bon, en tout cas, vous voyez que le S&P 500 offre plus de rendement, mais pour une bonne linéarité. Donc, ça veut dire que pour le coup, c'est moins cyclique la Canadian Pacific Kansas City. Et de toute façon, d'un côté, ça se tient parce que forcément, euh, elle transporte comment dire, des marchandises qui sont nécessaires à la vie humaine. Alors forcément, tant que Chicago, il y aura le même nombre d'habitants, tant que Vancouver, ça aura le même nombre d'habitants, et que même la mondialisation continue à s'opérer, forcément, avec comment dire, des conteneurs qui sont essentiels à la vie. Bon, je pense que c'est ça qui peut expliquer en fait qui est bah, pas forcément une cyclicité qui soit énorme, tu vois, contrairement à Poulkop par exemple. Alors la note quantitative, elle est très bonne, elle est de 9 sur 20. Ah, ça me fume. Alors les ratios de rentabilité, ils sont pas exceptionnels, ils sont pas, ouais, vraiment pas exceptionnels. Je pense que ce qui peut s'expliquer, c'est vraiment parce qu'il y a eu la fusion. Parce que si on regarde indépendamment la Canadian Pacific, elle est notée 12 ou 13 sur 20. Je crois qu'elle est notée 13 sur 20, avec des ratios qui sont quand même supérieurs. Et là, vraiment, la fusion, ça n'a rien arrangé. Je pense que c'est vraiment le temps que les synergies se fassent, etc. Parce que vu que c'est très récent, ça date de l'année dernière, il faut laisser un peu de temps au temps. Parce que là, tu Mais vois par que contre, les les ratios de marges, ROIC, ouais.
si tu trains, ça marche de fou, hein. Franchement, les Franchement, marges, elles sont belles, hein. tu vois, 24% de marge nette, marge opérationnelle, on est à 35%, marge brute 35%. Ouais. Si on regarde vite fait dans l'onglet quantitatif, tu vois, les marges, elles sont quand même, franchement, pour du train, quelque chose qui est cyclique et pas forcément, c'est pas de la tech, donc pas forcément ultra rentable, on voit qu'il y a quand même des marges qui sont assez élevées, tu vois, des marges brutes qui restent grosso modo entre, on va dire 50 et 50% sur 10 ans, donc entre 2023 et 2020 et entre 2023 et 2014, on va se mettre sur 20 ans. Ça va être mieux quand même. Ouais, tu vois, ça reste quand même assez correct, tu vois, pour une société de camions, enfin de train, pardon. Par contre, tu vois, sur le chiffre d'affaires, c'est ultra cyclique, hein. C'est vraiment. Et t'as des belles phases de hausse. Après, ça reste quand même pendant quelques années, tu vois, entre 2006 et 2009, il s'est pas passé grand-chose. Entre 2015 et 2017 non plus. Ensuite, entre 2019 et 2021, bon, bah, ça a été pas forcément la panacée. Par contre, on voit que entre 2022 et 2023, il y a eu une très belle augmentation du chiffre d'affaires. Et là, je pense que c'est vraiment du fait de la fusion, parce qu'en 2022, on était à peu près 8 milliards 8 de chiffre d'affaires. On est passé à 12,5 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Donc, c'est vraiment signe. Bon, bah, la fusion peut bien se passer. Bon, les free cash flow, ils ont été dévorés, je pense, en 2023 pour la fusion. Mais bon, je pense que ça peut générer de l'argent. Par contre, ça me fait toujours peur, tu vois, c'est ces free cash flow négatifs, tu vois, en 2008, en 2009, 2010 et 2011, on avait des free cash flow négatifs. Et alors ça, moi, c'est vraiment un red flag pour moi. Mais bon, on va continuer de l'analyser. Les retours sur capitaux, vous voyez, ils sont quand même eux aussi assez cycliques. On voit donc en 2004, le ROIC, on était à 5,77%. Et aujourd'hui, le ROIC, on est à moins 7,6%. Donc c'est vraiment. Ça doit être la fusion aussi Ouais, qui a ouais, chamboulé les retours sur absolument. capitaux, parce qu'avant, ils étaient quand même un peu plus élevés que ça, ils étaient au-dessus des Ouais. 10%. Ouais, 13% en 2017. En 2020, on était à 12%, donc l'année Ouais. Covid. Ouais, c'est vraiment la fusion qui les a mis dedans, parce que de toute façon, la fusion, ça va bien se ressentir sur le chiffre d'affaires, mais également sur les actions en circulation, parce qu'on voit qu'ils ont payé la Kansas City Southern, là, je sais pas quoi. Donc en 2022 et en 2023, il y a eu une augmentation des actions en circulation, parce qu'on est passé à un peu moins de 700 millions d'actions en circulation à 930. Voilà, donc ces 2 dernières années, et peut se ressentir au niveau des dettes aussi, je pense. Bon, ça doit être un peu faussé, mais tu vois, les dettes Alors en ça doit être parce que 2021. l'EBITDA, le ratio est négatif en Ouais, ouais, 2023, ouais. parce que l'EBITDA doit être négatif. Si tu Mmh, mmh, regardes sur mmh. le graphique de croissance et que tu mets Ouais. EBITDA, ouais, tu vois, c'est pour Ah, ça bien vu la blague. que Ouais, le ouais, ouais. ratio est négatif. Donc ouais, je pense que les 43 milliards de dollars comment dire, d'achats, ils ont dû quand même les sentir Mais passer. par contre, Et les revenus en maintenant, 2023, c'est vrai que c'est impressionnant, hein, l'augmentation. ça- c'est vraiment impressionnant. Ouais. Je pense qu'à Ouais. mon avis, ça peut vraiment bien se décanter par la suite. Alors, c'est pas un value place, on va le voir tout de suite, de toute façon, dans l'onglet évaluation. Alors, j'ai pris les EPS, tu vois, parce que les free cash flow, ils étaient un peu bizarres du fait de comment dire, de fait de l'acquisition. Donc, j'ai pris quelque chose un peu plus, pas faussé, mais un peu plus light, on va dire. J'ai pris les EPS et tu vois, j'ai mis une croissance prévue. Alors, sur 10 ans, la croissance des EPS sur 10 ans, on est à 11,5%. Et sur 5 ans, on est à 5,5%. Donc, une tendance décroissance. Mais on voit quand même que le futur des EPS, on est à 14,93%. C'est ce qui est, comment dire, estimé. Moi, je vais mettre 8 parce que on est à 5,5 en ce moment. Voilà, on va pas non plus, on va essayer de jouer une marge de sécurité quand même, quelque chose qui est assez cohérent. J'ai pas envie non plus de surestimer, parce que sinon on peut mettre 14, mais on va pas trouver du tout les mêmes chiffres.
On va garder 8 pour jouer la sécurité et un multiple final. Donc sur 10 ans, on était à 20,94, donc quasiment 21. Et en ce moment, on est à 27,91, donc quasiment 28. Alors, c'est une C'est société cher pour des chemins de fer. ferroviaire. Voilà, absolument. C'est ça que j'allais dire. C'est cher pour des chemins de fer. On était à combien sur Poolcorp en PE? Excellente question. Parce que c'est vrai que tu vois, J'ai oublié. parce que moi, les chemins de fer, ça m'a quand même trouvé, enfin, je trouvais quand même ça assez cher pour des chemins de fer. Mais après, d'un Poolcorp, côté, on est à 30 de PE. ouais, tu vois, pour de la piscine. Pour de la piscine. Mais en fait, des PE comme ça à 27, ça m'impressionne plus depuis que j'ai vu que les entreprises qui sont pas tellement cycliques, mais en fait ultra sécures, etc., tu vois, comme Procter et Gamble, elles se négocient à des PE quand même qui sont assez élevés parce que, en fait, tout simplement, on va retrouver toutes ces entreprises dans quasiment tous les portefeuilles des Américains. Les Américains, on sait qu'ils ont un énorme biais domestique. Tout ce qui est 100% US, ils veulent l'avoir en portefeuille. Donc, tu vois, tout ce qui est United Health, Canadian Pacific ou même Domino's Pizza, etc. Je pense que ça se négocie à des PE et Procter Gamble, Walmart même en exemple. Ça se négocie à des PE qui sont assez élevés parce que voilà, c'est 100% américain. Les Américains, ils adorent ça, donc ils sont prêts à payer plus cher une action parce que c'est une société, on va dire, tranquille. Elle va offrir ses 5-10% de rendement par an, sans plus, sans moins. Sont des business qui sont essentiels à l'économie, donc voilà, il n'y a pas de. On va Et dire que c'est d'ailleurs, des business un peu sans surprise chaque année. c'est une Ouais, position de Bill Ackman, la CPKG. absolument, absolument. Et de Chris Owen, Enfin, CPKC, pardon. CPKC, Chris ouais. Odd, Bill Ackman, ouais, effectivement, je vois. Ouais, ouais. Et des grosses pondérations de leur portefeuille, hein. Hmm. Ouais, Bill Ackman, c'est Vraiment. 9,86% de son portefeuille. Non, et en fait, bah, c'est comme ça que je l'ai un peu découvert. C'est que Chris Owen et Bill Ackman l'ont en portefeuille. Bon, à savoir que, alors on fait une petite digression, mais ils l'ont acheté en 2011 et 2012, hein. Donc, faut savoir Oui. qu'à cette période-là, elle valait 10 et 12 dollars, respectivement. Donc, ils ont Tu fait vois? un bagger, un bon 10 bagger dessus, quoi. Voilà. Très tranquillement, très sereinement. Ouais. C'est fort, hein, quand même. Ah ouais. C'est fort. Quand j'ai vu ça, quand j'ai préparé le podcast avant-hier, enfin hier, sur CPKC, et j'ai regardé par acquis de conscience quand est-ce qu'ils l'ont acheté, tu sais, j'ai regardé après sur Google Finance, j'ai dit, les mecs, ils sont en avance sur notre temps, mais laisse tomber, quoi. Ah ouais, bah là, Et ils t'ont fait un 10 bagger sur des chemins de fer, quoi. C'est fort, hein. ils l'ont acheté à 10 balles, quoi, à 10 dollars canadiens, ce qui représente 6,71 €. Ouais. 6,71 € et aujourd'hui, on est à 105 105 dollars dollars canadiens. canadiens. Ouais, Ouais. ouais. Mais vous voyez quand même que il faut être prêt. Eux, ils l'ont acheté avec une marge de sécurité qui était, je pense, beaucoup plus importante que celle qui est proposée à l'écran actuellement, parce qu'avec une croissance prévue de 8% et un multiple final de 24, et ben on se retrouve avec un prix final estimé donc sur 5 ans de 148 dollars. Et aujourd'hui, on est à 105 dollars, ce qui nous fait un CAGR pas exceptionnel de 7,04%. Donc pour avoir 12% de, comment dire, de CAGR sur 5 ans, il faudrait un prix juste de 84,44 dollars canadiens. Donc vous voyez, la marge de sécurité n'est pas respectée. On est à moins 25% si on compare donc les 105 dollars canadiens du prix actuel au prix juste estimé à 84 dollars. Donc forcément, ça nous fait, c'est pas forcément le moment pour l'acheter, en tout cas pas à ce prix-là. Vous allez pas avoir une marge de sécurité qui va être incroyable, enfin même clairement pas. Mais bon, est-ce que elle peut être intéressante? Je pense à analyser. Alors je vais m'enlever de l'écran. Ouais, effectivement, bah, c'est intéressant. D'ailleurs, ça m'a fait penser que moi, j'avais vu une autre action canadienne de chemin de fer, tu sais, la Canadian National Railway. Alors, Ouais. je sais pas exactement celle-là quel est son business model. Je sais pas si c'est du fret ou du transport d'humains.
Mais la Canadian National Railway, donc qui ne sont pas les mêmes boîtes, elle a pour ticker CNR. C'est aussi canadien, et là on voit qu'on a des chiffres qui sont aussi assez intéressants. On est à 13/20 sur cette boîte, et ouais, on a des chiffres qui sont pas déconnants aussi pour du chemin de fer. Donc ça peut être intéressant à analyser comme boîte, ce genre de choses. Je pense que vraiment, pour le coup, tu vois, la CNR, enfin la Canadian National Railway ou CPKC, faut vraiment regarder, je pense, tu sais, faut vraiment rentrer dans le détail de où est-ce que sont situés comment dire, les rails, qu'est-ce que dessertent les rails, parce que je pense que la Canadian National Railway elle est vachement, tu sais, canadienne, à mon avis, je vais regarder. Alors, je vais regarder aussi Wikipédia. Est-ce qu'on a une carte? Ouais, on a une carte. Ouais, tu vois. Ah, Attends, mais c'est la même boîte ou c'est pas la même boîte? Je comprends pas. ah mais oui, mais on est trop Canadienne. con. Mais c'est parce que c'est mais oui. Mais c'est pas la C'est celle même. qui a Canadian Pacific Railway Limited. Attends, Canadian National Railway Company. Mais non, mais c'est pas la même que la CPKC. Non, c'est pas la même. Mais ils ont des chemins de fer. Ah non, ils passent pas tout à fait au même endroit si tu regardes. Je vais partager les cartes. Tu vas voir. Canadian National. Tu vois, ça c'est la Canadian National Railway. Donc tu vois qu'ils vont ici jusqu'à, je sais plus comment elle s'appelle cette presqu'île, la New. Ouais, bah c'est Québec. Ouais, jusqu'à la presqu'île ici, et ils descendent tout droit le long du Mississippi, tu vois, jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et si tu regardes la carte de la Canadian Kansas, tu vois qu'ils vont pas jusqu'à la petite île ici, et ils descendent pas tout droit de Chicago à la Nouvelle-Orléans comme l'autre, mais ils passent par le côté sur Kansas City. Donc c'est pas le même réseau. C'est pas le même réseau entre les deux. Donc je pense que c'est bien deux entreprises complètement distinctes. C'est pas les mêmes boîtes. C'est pas les mêmes boîtes, et donc du coup t'as bien la Canadian Pacific Kansas City et la Canadian National Railway, en sachant que la Canadian National Railway, elle est notée 13/20 sur le screener, et que je sais pas à combien elle est de PE par contre. Canadian National Railway, elle est à 16. Putain, elle est pas chère. Mais bon, par contre, on sous-performe aussi allègrement le S&P 500, hein, donc c'est pas forcément Oui, puis tu mieux. vois, son mode va être moins important vu qu'elle va être vachement impactée par le Canada, les États-Unis sur la côte est, mais tu vois, elle descend pas jusqu'au Mexique, etc. Tu vois, donc après. Ouais. Effectivement, je pense que si t'en analyses une, faut analyser les deux, parce que ça m'a l'air quand même vachement Ouais. similaire comme boîte, mais Après 4,39 de CAGR sur 5 ans, c'est pas terrible. par Est-ce que contre, t'achèterais, toi? linéarité. T'as dit quoi? Est-ce que t'achèterais, toi? Honnêtement, il y a quelques points qui me bloquent, tu vois, ça va être la dette. Ça va être vraiment la dette qui va me bloquer sur ce genre de boîte. La cyclicité, oui, c'est une boîte cyclique, mais d'un côté, tu vois, quand tu regardes la linéarité, là, je suis sur la Canadian National Railway, t'es à 0,96 de linéarité. Moi, je trouve pas que la cyclicité, tu vois, elle se ressent beaucoup. Euh, Moi, ça va être surtout la dette, en fait. Les dettes qui vont me gêner. Parce que en fait, c'est énormément dans les comptables, ils appellent ça, de BFR, de besoin en fonds de roulement. En fait, faut envoyer énormément d'argent pour avoir à côté de ça pas forcément grand-chose. Mais encore, tu vois, moi, ce qui m'étonne, c'est les marges, en fait. On est sur du train, tu te sors des marges à 30-35%, Ouais. 24% de marge nette. Donc, je pense que ça doit être un business qui est intéressant. En tout cas, tu vois, en termes de, et là, pour le coup, on n'arrête pas d'en parler, de diversification de portefeuille. Je pense que je serais à l'aise d'avoir ce genre de business
en portefeuille parce que ça permettrait vraiment de couper avec du Amat, du Visa, etc. Enfin, beaucoup de tech et de finance. Euh, mais par contre, c'est vrai que à ce prix-là, non. Tu vois, Ouais, vraiment, je ouais, la trouve clairement. trop chère pour ce qu'elle peut envoyer par la suite. Hmm, Et toi, tu carrément. pourrais l'avoir en portefeuille? Non. J'aime bien le concept. Ouais, J'aime bien le concept, mais moi, c'est les retours sur capitaux qui sont trop faibles. C'est vrai que ça, c'est un critère que je regarde de plus en plus. Euh, et quand c'est en dessous de 15, j'ai du mal. ok. Mais c'est vrai que tu vois, quand on a préparé le podcast, j'hésitais entre deux sociétés. J'hésitais justement entre la CPKC et MSCI. Et ouais, tu vois, quand tu compares les deux boîtes, c'est le jour et la nuit. Ah, mais Après, ça ça n'a me rien à faisait voir. un Mais peu. après, CPKC, je te dirais, si c'était un value play, pourquoi pas, tu vois, si elle était à 8 de PE, Oui, pourquoi pas. Là, elle est à 27 de PE, quoi. faut la payer, hein. Faut la payer. Non, et entre Poolcorp et CPKC, tu penses que tu choisirais laquelle à analyser? Ah, Pool Corp, je pense. Ah ouais? Ok. Parce que les retours sur capitaux sont forts sur Pool Corp. C'est vrai. C'est vrai. Et après, j'allais dire, on a du récurrent, mais j'ai envie de te dire, CPKC, c'est aussi techniquement un peu du récurrent parce que c'est du fret, quoi. C'est du fret. Faut C'est du nourrir fret. les humains. Mais Donc, voilà, c'est ouais. industrie, donc s'il y a moins d'industrie, il y a moins de fret, il y a moins de CPKC, quoi. Hmm. C'est vrai. En tout cas, c'est intéressant à analyser. De toute façon, je pense que tous les business models du monde sont intéressants à analyser. J'écoutais un podcast dernièrement qui parlait de Warren Buffett qui passe son temps à analyser les sociétés et lire des rapports annuels, même s'il ne prévoit pas d'acheter, ou même Dev Kantessaria. C'était dans le podcast de Dev Kantessaria sur TIP que je vous recommande, où il disait que lui, il adore analyser des boîtes, même s'il sait très bien qu'il va pas les acheter, genre il lit les rapports annuels de Nestlé, de Roche, de tout ça. Il sait que ça va pas l'intéresser, mais juste le fait de connaître le business model d'autres sociétés, ça permet en tant qu'investisseur d'avoir plus de compétences d'analyse. Donc quoi qu'il arrive, je pense que c'est une société intéressante à analyser, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas la boîte, tu vois. Je vais pas me jeter dessus le mois prochain. Je vais pas envoyer une cartouche dessus, tu vois. Puis je vais sûrement l'oublier au bout de 2 mois. Mais tu vois, d'avoir analysé une ferroviaire, genre j'avais jamais fait. Et franchement, c'était super intéressant. Tu vois les rails et tout. Il t'explique dans le rapport annuel les gares de triage, la répartition avec les images. T'as vraiment l'impression d'être, tu sais, un Dockers limite. Et c'est vraiment sympa à analyser. Ça change de, tu vois, analyser du Mm, Visa, réseau Swift, etc. Donc, carrément. c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, en tout cas, Parfait. n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous, Poolcorp ou Ouais. CPKC, ça vous intéresse. N'hésitez pas Qu'est-ce que à vous me en dire, pensez? Est-ce que est-ce que vous vous les pourriez avez les en acheter? portefeuille? Est-ce que vous les avez en portefeuille? Mais je sais, alors j'ai déjà lu quelqu'un, je crois, qui m'en a parlé de Poolcorp en commentaire, notamment après l'achat de Buffett. Ouais, Mais, après l'achat de euh, Buffett. mais voilà. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis donnez-nous des idées aussi de sociétés qu'on pourrait intégrer, comme ça, des sociétés un peu atypiques qui sortent de l'ordinaire et dont on pourrait parler dans les prochains épisodes présentation de sociétés comme ça un peu rapide. Ça peut être sympa. Et du coup, bah, on arrive à la fin de l'épisode. Et puis comme d'habitude, on espère que le podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura appris quelque chose d'utile aujourd'hui, parce que c'est notre objectif tous les lundis de vous apporter un peu de valeur et un peu de connaissances et de compétences en plus dans l'investissement. Avec un peu de bonne humeur quand même. Et toujours de la... Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors avant de partir, un petit rappel les amis, vous pouvez nous retrouver en tapant Le Caf Rentable sur toutes les plateformes de podcast ou encore YouTube et Instagram. YouTube pour le petit plus, bah, vous avez la vidéo. Si le podcast d'aujourd'hui vous a plu, alors n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles, un petit like et bah, de nous partager votre avis, ça nous aide beaucoup. Par la même occasion, bah, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, donc Gimbest,
IQ Invest et IQ Bitcoin pour ne rien manquer de nos prochains contenus qui sont assez réguliers quand même, il faut le souligner. Et voilà. Et voilà, bah, n'oubliez pas aussi, allez jeter un œil au site internet iqinvest.fr pour plus d'infos et de ressources sur l'investissement. D'ailleurs, il y a pas mal de... Il y a potentiellement des nouvelles choses qui vont sortir sur le site début d'année prochaine, mais je vous tiendrai au courant. Tu veux nous faire un petit pitch ou... En temps... Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se donne rendez-vous donc tous les lundis matins à 8h pour les épisodes du CAF Rentable. Merci à tous, à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, salut Hugo, à la Ciao. prochaine.